Oui, bonjour. J'espère que vous portez bien, que vous allez très bien, vous et tous ceux qui vous sont proches. Vous manquez énormément, franchement, mais j'espère que ça va aller dans 2 semaines. Alors, l'autre jour, on avait déjà commencé la partie de la théorie du consommateur. Et donc, je reprends juste la première partie qu'on avait déjà commencée. C'était justement ben, une petite partie sur la contrainte budgétaire. Donc, on avait dit que dans les chapitres précédents, on avait terminé l'équilibre de l'offre et de la demande et comment ils sont affectés par des variations de tous les facteurs qui sont maintenus égales par ailleurs, revenus, prix des biens substituts, prix des biens complémentaires, soit comment ils seront affectés, comment l'équilibre il sera affecté par les politiques publiques, telles que prix plancher, prix plafond, telles que les taxes par exemple, et qu'est-ce que ça a à faire avec l'élasticité. Ça, c'était l'intérêt des chapitres précédents. L'intérêt de cette partie, c'est justement, on prend une étape en arrière et on se demande comment la demande même, elle est formée. Et donc, pour comprendre ceci, on a besoin un peu d'entrer dans la tête du consommateur, comme on avait dit, et voir comment il effectue son choix de consommation. Donc, on avait déjà commencé à parler de la contrainte budgétaire, mais je reprends un peu cette partie. Et donc, dans les chapitres précédents, on a vu l'analyse des marchés et l'impact des chocs sur l'offre et la demande. Ici, on s'intéresse plutôt à la formation elle-même de la demande. Comment on est arrivé du choix du consommateur à la courbe de demande. Et donc, on se pose la question, si on entre dans un magasin, qu'est-ce qui va déterminer qu'est-ce qu'on va acheter? La théorie du choix du consommateur repose sur deux idées essentielles. Premièrement, lorsque le consommateur effectue son choix, il pense à deux choses. Est-ce que le bien en question me plaît? Est-ce que j'ai un goût pour ce bien-là? Première question. Deuxième question, est-ce que je peux l'acheter? Est-ce que financièrement, je peux l'acheter? Et donc, il y a deux côtés essentiels pour le choix du consommateur. C'est côté préférence ou goût et côté budget. Okay. Et donc, notre analyse, elle sera départagée justement entre ces deux parties-là. On a dit que le consommateur, il fait face à un arbitrage. Acheter ce bien ou pas? Acheter ce bien ou bien acheter un autre? Acheter ce bien ou bien plutôt épargner cet argent-là? Pour commencer déjà l'analyse et cette idée d'arbitrage, on suppose quatre hypothèses essentielles. La première, c'est que on n'a qu'à faire qu'avec des individus rationnels. Et donc, tout le comportement des enfants, de gens qui ne sont pas consistants dans leur choix, okay, qui choisissent tout d'un coup, qui sont plutôt impulsifs, quoi. On ne peut pas analyser leur choix. Deuxième hypothèse, on a affaire avec des consommateurs qui continuent à désirer plus qu'au moins. Si vous vous souvenez un peu, c'était l'exemple qu'on avait dit de, par exemple, une personne assez riche et donc qui est arrivée à un stade de saturation, qui n'a plus besoin d'acheter davantage de biens. C'est-à-dire, si on rajoute de la quantité achetée, ça n'augmente pas sa satisfaction. On va voir tout de suite qu'est-ce que ça signifie. Troisièmement, chaque consommateur essaye de maximiser sa propre utilité. C'est-à-dire, il veut tirer le maximum de ce qu'il a. Il veut être le plus satisfait possible. C'est ça l'idée. Quatrièmement, les individus agissent en fonction de leur propre intérêt. C'est-à-dire, on n'a pas affaire avec des personnes qui donnent la priorité au bien-être de tout le monde. On ne peut pas analyser le comportement de Guernsey, par exemple, dans ce type d'analyse. Et donc, on a affaire avec des consommateurs, je ne vais pas dire égoïstes, mais ce sont les consommateurs qui pensent à eux-mêmes. Et c'est le comportement, c'est l'intérêt individuel qui l'emporte. Et donc, voici les quatre hypothèses. Les quatre hypothèses, si l'une des quatre est violée, on ne peut pas procéder avec l'analyse économique. Okay. Et donc, on commence la première partie, on va analyser. On avait dit que le choix se départage en budget et préférence. On va commencer par le côté budget. Et donc, comment on définit la contrainte budgétaire à laquelle fait face le consommateur? Et donc, qu'est-ce qui fait qu'une fois que vous entrez dans un magasin, vous n'achetez pas tout ce qui vous plaît dans ce magasin-là? Eh bien, évidemment,
c'est le fait que vous avez un budget limité. Que ce soit assez réduit, que ce soit assez important, il reste limité. Vous avez un chiffre à dépenser. Vous ne pouvez pas dépasser ce chiffre-là. Et donc, commençons par un petit exemple. Ok? Disons par exemple que vous avez, on fait l'hypothèse d'abord que vous n'avez que 2 biens entre lesquels vous choisissez. Et donc, disons que vous avez pizza et coca. Plus tard, on va voir comment on peut généraliser ceci, c'est-à-dire si vous avez à choisir entre plusieurs biens. Est-ce que l'analyse n'est plus valable? Eh bien, la réponse c'est non. Justement, on peut généraliser l'idée, mais on va commencer du plus restreint au plus large. On va voir comment on peut généraliser plus tard. Et donc, vous êtes un consommateur, vous avez à choisir la quantité que vous avez achetée de pizza et de coca. Vous disposez de 1000 livres par mois, ok? Et vous pouvez entièrement dépenser ce budget soit sur les pizzas, soit sur le coca, ou soit un mix des deux. Le prix d'un coca est de 2 livres et celui d'un pizza est de 10 livres. Okay? Comment pouvez-vous départager votre revenu? Quelles sont les combinaisons possibles de pizza et de coca que vous pouvez acheter? Si on jette un coup d'œil là, disons que voici votre problème. Okay? Et donc, vous avez la quantité de pizza et la quantité de coca que vous pouvez acheter. Si on connaît que le prix d'un pizza est de 10 livres et de coca est de 2 livres. Donc, si on n'achète aucune unité de coca, les dépenses sur coca, ça serait 0. On ne va rien dépenser là-dessus. Et donc, combien nous reste pour dépenser sur les pizzas? Eh bien, il nous reste 1000 dans ce cas. Et si on a 1000 à dépenser sur les pizzas, combien de pizzas peut-on acheter? Dans ce cas, puisque le prix d'une pizza, d'une portion de pizza, c'est de 10, donc dans ce cas, on pourrait acheter 10 en 100. Okay? Tel que les dépenses totales seraient 100 fois 10, plus 0 fois 2. Et donc, en tout, vous avez pensé 1000 livres, votre budget. Et c'est ça l'idée. Essayons de faire pareil et procédons de la même manière avec toutes les autres combinaisons possibles. Donc, disons que vous allez acheter 50 canettes de coca. Dans ce cas, les dépenses totales sur coca, ça serait 50 fois 2, et donc ça serait 100. Il vous reste 900 à dépenser sur les pizzas, et donc il vous sera possible d'acheter 90 portions de pizza. Tel que, en tout, vos dépenses totales sont 10 fois 90, 900, plus 50 fois 2, plus 100, et donc en tout, vous avez dépensé 1000. Donc, ça reste toujours une combinaison de pizza et de coca qui absorbe tout votre budget. Si vous avez 100, disons combien de quantité de pizza vous voulez acheter. C'est ça la question qu'on se pose à chaque ligne. Okay? Et donc, si vous achetez 100 canettes de coca, vous allez dépenser sur coca 200. Il vous reste 800. Et donc, vous pouvez acheter 80 portions de pizza. Okay? On sait déjà que dans tous les cas, et c'est ça l'idée de la contrainte budgétaire, qu'on va avoir une dépense de 1000. Et donc, disons que vous allez acheter 200 coca. Vous y dépensez 400, il vous reste 600. Vous pouvez acheter 60. Okay. Je continue un peu, continuer de la même manière. 250, donc c'est 500. 500. 50. Dans ce cas, c'est 800. Pardon. 800. Évident. Et donc là, c'est 900. Il vous reste que 100. Et donc, vous allez acheter 10, pardon. Et là, alors, vous avez 500 coca. Vous allez dépenser là-dessus 1000. Il vous reste rien pour acheter des pizzas. Et donc, là, vous n'en achetez rien. Voyons maintenant si je représente ceci graphiquement. Okay? Je veux représenter ça graphiquement. Disons que j'ai, voilà, disons que j'ai, sur l'axe des X, je vais représenter
pizza. Ok, pizza. Désolée de l'écriture, hein, mais... Et sur l'axe des Y, je vais représenter les coca. Okay. Et je vais représenter tous les biens que j'ai. Donc, j'ai par exemple, lorsque j'ai 100 pizzas, j'ai 0 coca. Donc ça, c'est un point. Okay. Lorsque j'ai 90, j'ai 50. Disons quelque part ici. Lorsque j'ai 80, oui, 80, là j'ai 100. Okay. Et on peut continuer. Lorsque j'ai, enfin, 0 pizza, si je pars de ce point-là, je pourrais aller jusqu'à 500. Okay. Donc, si je trace ma droite budgétaire, et ça devrait être une ligne droite, on va voir tout de suite pourquoi, j'aurai une droite qui joint les points 0, 500 et 100 et 0. Okay. Cette droite-là, je l'appelle la contrainte budgétaire. Contrainte budgétaire. Ok. La contrainte budgétaire, elle me représente quoi? Comme définition maintenant, si j'aimerais la définir, qu'est-ce que ça représente pour moi? La contrainte budgétaire, elle représente toutes les combinaisons possibles des deux biens, des pizzas et des coca, que le consommateur peut acheter, tout en consommant, tout en dépensant la totalité de son budget. Et donc, elle représente toutes les combinaisons possibles des deux biens, sur l'axe des X et sur l'axe des Y, qui épuisent tout juste le revenu du consommateur, étant donné, on a tracé ces courbes, étant donné deux types d'informations très importants. Premièrement, les prix des deux biens, on avait le prix pizza et le prix de coca, et le budget du consommateur. On a besoin de savoir les prix des deux biens et le budget pour pouvoir tracer une contrainte budgétaire. Okay. Maintenant qu'on a tracé la contrainte budgétaire, on aimerait savoir justement, est-ce qu'il s'agit de tous les paniers qui sont accessibles au consommateur ou est-ce qu'il existe d'autres paniers qui lui sont également accessibles et qu'on n'a pas représentés jusqu'à présent. Voilà. Si par exemple le consommateur achète, au lieu de 90 et 50, il achète 90 et 40 par exemple, le second point ici. S'il achète à la place de 90 et 50, il achète plutôt 90 et 40. Ça lui est également accessible. Okay. Dans ce cas, il va dépenser, la seule différence, c'est qu'il va dépenser moins que 1000. Okay. Et donc, dans ce cas, ça reste accessible pour le consommateur. Sauf qu'il va dépenser moins que 1000. Okay. Donc, graphiquement, comment on va représenter ces paniers-là? Il s'agit justement des paniers qui se trouvent en dessous de la contrainte budgétaire, cette partie. Et donc, tous les paniers qui sont ici sont également accessibles au consommateur, mais il ne va pas dépenser la totalité de son budget là-dessus. Et donc, on les appelle l'ensemble budgétaire. Et l'ensemble budgétaire, c'est l'ensemble de tous les paniers qui sont accessibles au consommateur, qu'il dépense la totalité de son budget là-dessus ou pas. Et donc, il inclut et la droite budgétaire elle-même et la surface en dessous, et cette partie-là. Okay. Par contre, un point comme le point M ici, ça représente un point inaccessible pour le consommateur, c'est-à-dire c'est au-delà de son ensemble budgétaire. Son budget ne lui permet pas de l'acquérir. Okay. Et donc, un point M, vous pouvez penser, si vous voulez chiffres, on pourrait dire un point M serait 90 et 60. Dans ce cas, c'est un point inaccessible, ça ne fait pas partie de l'ensemble budgétaire du consommateur. Maintenant, on s'intéresse à la pente de la droite budgétaire. Comment est-ce qu'on peut calculer la pente? On sait qu'en général, pente, c'est égal à quoi? Pente, en principe, c'est delta Y sur delta X. Okay. Pardon.
pente c'est delta y sur delta x. Okay. Et donc en général, on aimerait savoir delta y dans ce cas, ça serait delta coca. Oui, ça c'est un delta. C'est terrible, mais ça reste un delta. Et là, c'est delta pizza. Ok? Et donc, dans ce cas, la pente, c'est la quantité à laquelle on doit renoncer de y pour acheter une unité additionnelle de x, de pizza. Voyons avec les chiffres. Pour passer, par exemple, disons de ce point 100 au point 90, 50. Okay? Voyons ces deux points. Dans ce cas, le pizza, ce sont les x, et donc x1, c'est 100. Et c'est passé à x2, c'est 90. y1 est égal à 0. Et c'est devenu y2 est passé à 50. Donc, dans ce cas, si je veux calculer la pente, on va voir, ça serait assez intéressant à la fin. Ça revient à quoi? C'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et donc, ça serait égal à y2, c'est 50 moins y1, c'est 0 sur x2, c'est 90 moins x1, c'est 100. Et donc, en tout, ça serait égal à 50 sur moins 10, ça serait moins 5. Okay. À quoi ça revient justement la pente dans ce cas? Dans ce cas,